Sanaba qui traverse la goudron. As-tu ton carte? Commissaire à l'envoyez-moi, commissaire à la commandez-moi. Arrêtez les camions, camions pour commerçants, pour faire la corruption. Demandez de la région, c'est que vous faut Banga, c'est que vous faut Banga. Commissaire à l'envoyez-moi, commissaire à la commandez-moi. Arrêtez les camions, camions pour commerçants, pour faire la corruption. Demandez de la région, c'est que vous faut Banga, c'est que vous faut Banga. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Toi commissaire, attention. Toi commissaire, attention. Commissaire Takibara, attention. Commissaire Takibara, attention. Forum FM 105.8. Autorité c'est pas la corruption. Sécurité c'est pas l'insécurité. Justice c'est pas l'injustice. Commissariat c'est pas la barbarie. Toi commissaire, attention. Toi commissaire, attention. Commissaire Takibara, attention. Commissaire Takibara, attention. Géographie mon permis de conduire, soit foutu ma voiture en fourrière. Et pourtant j'ai tous mes papiers, et pourtant tu es mon associé. Le détenu à toi d'un avocat, le détenu à toi d'un médecin, le détenu à toi d'être informé, le détenu à toi d'être formé. Forum FM 105.8. Moi j'aime. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitalier. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. La démocratie en tant qu'idéal vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale. La démocratie exige le libre exercice de certains droits, comme la liberté d'expression qui respecte autrui. Radio Forum, radio et droits de l'homme, la voix de sans voix. Emar le conseiller, menon sangu ni tiagana, mubungu sangu babingi bajimbaka nazo, nabalemboza zolo mukuzaba, ni mubungu dio, batata na bamama, oueno d'histoire. Bonjour et bonsoir. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Bonjour et bonsoir. Nous poursuivons donc l'évocation des 60 ans de l'indépendance du Congo. Et nous sommes toujours sur la partie du coup d'État du 22 février 1972. Le coup d'État de Diawara Mmazalai,
Bongo Camille, Mndelengolo et autres. Aujourd'hui, je vous parle de l'audition de Claude Ernest Ndala, dit Graï. Ndala Graï est l'un des fondateurs du Parti congolais du travail. Donc, Claude Ernest Ndala, premier secrétaire du comité central chargé de l'organisation, c'est le numéro 2, après Mwabi donc. Ensuite, il y avait le deuxième secrétaire du comité central chargé de la vice-présidence du Conseil d'État, c'est-à-dire, si vous voulez, le premier ministre. Et après, nous avions le numéro 4, qui était le chargé de la propagande, Pierre Nzé. Le numéro 5, chargé du développement, qui était premier commissaire politique à l'armée, Ange Diawara. Et en fait, Ange Diawara, c'était le numéro 3, si vous voulez, dans l'ordre. Parce qu'il était chargé du développement, premier commissaire politique à l'armée populaire nationale. Ensuite viendra Pierre Nzé, parce que j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une entorse au protocole. Après Pierre Nzé, qui était à la propagande, vous trouvez Ange-Édouard Pungui, qui était chargé des finances, je crois immatérielles. Et après, vous avez, je pense, Justin Lekunzu, oui, Justin Lekunzu, qui était chargé des entreprises d'État. Et vient en 8e position donc, dans le bureau politique, Kimbwala Kaya, qui était chargé des activités économiques dans l'armée populaire nationale et qui était également deuxième commissaire politique à l'armée. Parce que le premier commissaire politique à l'armée, c'était Ange Diawara. Maintenant, les membres du comité central. Vous avez Bongo Camille, Kombo Matsuna, Diawara, donc je les cite, Diawara Ange, Fungi, Ngalibali Lambert, Goma Louis Sylvain, Ikoko, Kimbwalankaya, Lekunzu, Lopez, Mampika Lubaki, Mananga René, Matumpampolo, Momengo Meda, Morlende Gaston, Moudile Noma Semba Louise, Ndala Benjamin, Ndala Claude Ernest, Mwabi Marien, Mwoto Charles, Nzé Pierre, Otto Bernard, Pambou Pierre André, Pungui André, Ange plutôt Édouard, Raoul Alfred, Sassou Nguesso, Satou Jean-Édouard, Tamatamba Victor, Yombi Opango, Joachim. Les membres suppléants à l'époque, il y avait Assois Jean-Pierre, Bala Vital, Bouanga Joséphine, Dengue Alexandre, Ekou André, Gazani Eli, Mundele Benoît, Goma Foutou, Deveka Maxime, Paka Antoinette. Voilà les membres fondateurs du PCT. Plutôt après le coup d'État de Pierre Kiganga, le bureau politique sera élargi. Au lieu de 8 membres, il y aura 9 membres. Alors vous verrez qui va rentrer au comité, plutôt au bureau politique. Donc, le bureau politique du comité central est composé donc de son président Marien Ngouabi, toujours Ndala Graï, Claude Ernest Ndala comme premier secrétaire chargé de la propagande et deuxième secrétaire chargé de la communication du plan, c'était Ambroise Namazalaï, qui rentre donc au bureau politique. Diawara reste à son poste, cependant
Il est chargé du développement, premier commissaire politique à l'armée, Ange Diawara, ensuite chargé de l'organisation devient Pierre Nzé, et chargé des finances et matériels Ange-Edouard Pungui, chargé des entreprises d'État sans changement, donc c'était Justin Lekunzu. Kimbwala Nkaya, il est toujours à son poste, chargé des activités économiques dans l'armée. Il est deuxième commissaire politique à l'armée. Et nous retrouvons maintenant, cette fois-ci, Denis Sassou Nguesso, chargé de la coordination avec les organisations de masse. Alfred Raoul est toujours le vice-président du Conseil d'État. Alors les membres du bureau politique, cette fois-ci, ça s'est élargi, on compte 45 membres pleinement, il n'y a plus de suppléants, par ordre alphabétique. Assois Jean-Pierre, Atondi Omonjo Lekas, Bala Vital, Boanga Joséphine, Bongo Camille, Komumatsona Bernard, Ndenge Alexandre, Diawara Ange, et Kambaye Lombe Nicodème, Ekou André, Fungi Alphonse, Ngaliba Lambert, Goma Louis Sylvain, Gazami Eli, Ikoko Jean-Baptiste, Itoa Dieudonné, Itou Eli Théophile, Kimbwala Nkaya, Kondo Anatole, Lekunzu Justin, Lopez Henri, Mapika Aboubaki, Mananga René, Matumpa Polo Prosper, Momengo Médard, Morlende Gaston, Moudileno Massengo Aloïse, Mundele Benoît, Ndala Benjamin, Ndala Claude Ernest, Ngoma Foutou, Ngwabi Marien, Ngoto Charles, Noumazala Yamboise, Ndebeka Maxime, Nzé Pierre, Otou Bernard, Paka Antoinette, Pambou Pierre André, Pungui Ange Edouard, Raoul Alfred, Sassou Nguesso, Satou Jean-Edouard, Tamba Tamba Victor, Yombi Opango Joachim. Voilà la composition donc du comité central issu du congrès extraordinaire de mars 70. La session du comité central du 22 au 31 décembre 1971 va donc nommer Aloïse Moudileno Massengo comme vice-président du Conseil d'État en remplacement de Alfred Raoul. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Thiassé. Alors nous passons maintenant à l'audition de Claude Ernest Ndala, qui a été interpellé dans l'affaire du coup d'État du 22 février 1972. Alors il précise, je me nomme Claude Ernest Ndala, alias Graille. Je suis de nationalité congolaise. Je suis né le 25 mai 1937 à Brazzaville. Je suis fils de Feu Ndala et de Sonita Charlotte. Je suis marié à la nommée Bondo Marie-Antoinette. Je suis père d'un enfant. Je suis journaliste. Je n'ai jamais été condamné, mais poursuivi en justice à la Cour révolutionnaire de justice. Je ne suis pas soumis aux obligations militaires. Je suis officier du mérite congolais. Je peux être joint chez mon oncle domicilié, numéro 29 de l'avenue des Trois Martyrs. Sur les faits, Ndala Graille déclare ceci. Le 22 février, vers 5 heures, je suis réveillé par des sirènes sonnant l'alerte. J'avais passé la nuit à Bakongo, au numéro 47 de la rue Bayonne, chez mademoiselle Nsonde Martine. Je me suis habillé et j'ai demandé à mon ami de m'indiquer quelqu'un d'où je pouvais téléphoner pour m'enquérir de la situation. Mon ami et moi, nous sommes alors allés en voiture au domicile de M. Babi, inspecteur principal de police et beau-frère de mon ami. Celui-ci était en train de mettre sa tenue policière et m'a autorisé de téléphoner. Malheureusement, le téléphone ne marchait pas.
C'est alors que je me suis dirigé au siège de l'arrondissement 2. J'ai trouvé beaucoup de militants dans l'enceinte et le long du mur. J'ai donc posé la question de savoir ce qui se passe. Il m'a été répondu, nous attendons des ordres. Il devait être 6 heures passées. Je suis remonté en véhicule, toujours avec mon ami qui m'accompagnait. J'ai alors remonté l'ex-avenue de Brazza pour déposer mon ami à son domicile. C'est alors qu'arrivé à la hauteur du CG annexe, j'ai aperçu 5 élèves en tenue de miliciens debout devant leur établissement. Je me suis dirigé vers eux, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Je précise que je ne savais pas que c'était des élèves. À ma question, ils ont répondu appartenir à la milice estudiantine. Je leur ai alors demandé des instructions qu'ils avaient reçues d'ores et déjà. Je leur ai aussi demandé qu'ils étaient armés. Ils ont répondu par la négative. Je leur ai alors conseillé d'envoyer un de leurs à la direction des milices pour s'enquérir de la situation et des instructions éventuelles et aux autres de se réfugier à l'intérieur de l'établissement. Il était environ 6h20. Après cela, donc, je suis allé déposer mon ami à la nommée Nzonde Martine, puis je suis parti pour chez moi par la rue qui passe devant l'ancien bar Macedo. J'ai pris à mon bord en chemin mademoiselle Nzalakanda Marceline, que je suis allé déposer à son lieu de travail à la BCC. Je reconnais être passé par l'état-major sans m'y arrêter. Alors, après l'avoir déposé, je suis rentré à mon domicile, si face à la piscine des Caïmans. J'ai tenté de téléphoner au camarade Nzé et au camarade Mazalaï, et je n'ai eu aucun des deux. Et c'est pendant que je me douchais que ma femme apprenait par un coup de fil de mademoiselle Golengo Victoire l'arrestation de Nzé, Moudileno et Lopez. Pendant que je m'habillais, l'abbé Badila est venu me chercher pour aller nous occuper de l'exposition organisée pour vendredi 25 février courant dans le cadre du colloque Europe-Afrique. Il devait être 8 heures. Je précise que je n'avais pas suivi la déclaration du président de la République. Peu après, le professeur Tati est passé me prendre. Je précise que l'abbé Badila, n'ayant pu attendre, était parti sans moi. Nous sommes allés à l'immeuble UMPT où a lieu le colloque. En chemin, nous avons pris Théophile Obenga et j'ai présidé le colloque jusqu'à 13h15. Arrivé chez moi, j'ai téléphoné au domicile du commandant Raoul et j'ai eu sa femme au bout du fil, laquelle m'a dit que son mari n'était pas rentré à la maison depuis le matin. Peu après, j'ai reçu un coup de fil de Madame Ngoto qui m'apprenait que son mari était chez le maire à la recherche des informations sur la situation. N'ayant pas de véhicule chez moi, ma femme étant sortie, j'ai prié Madame Ngoto de me déposer chez le maire. Ce qu'elle a fait, Ngoto me confirmera l'arrestation de Nzé, Moudileno et Lopez et m'annoncera l'arrestation de Kimbwala. De retour à la maison vers 14h, c'est ma femme qui m'apprendra la déclaration du lieutenant Matessa à la radio. Ndalagraï poursuit. J'ai déjeuné, puis à 15h, je suis retourné au colloque jusqu'à 18h30, heure à laquelle une jeep de l'appel est venue me chercher pour me conduire à la résidence du président du comité central. Le président du comité central m'a demandé de lui retracer mon emploi du temps de la journée depuis le matin parce que j'avais été signalé avoir été vu à l'arrondissement D et au lycée central. Il m'a également demandé si j'avais vu Diawara ce matin. J'ai répondu par la négative. C'est tout ce que j'avais à vous déclarer. Alors il poursuit. Je n'étais pas au courant du coup de la veille. Néanmoins, au mois de janvier, ma femme m'a rapporté une rumeur selon laquelle Diawara préparait un coup d'État, mais pensant que ces rumeurs étaient habituelles. Je n'y attachais aucune importance. Et puis, pour moi, il était impossible que Diawara fasse un coup d'État dans l'armée compte tenu des deux faits. D'abord, en tant que membre du bureau politique, Diawara avait toutes les possibilités de donner son point de vue sur la situation politique de notre pays. Ensuite, compte tenu du clivage au sein de l'armée,
entre éléments venant de la défense civile et les autres, pour moi, il était matériellement impossible que Diawara tente un coup d'État. Je reconnais avoir mal agi en ne m'étant pas arrêté à l'état-major, recueillir de plus amples renseignements sur la situation présente. Donc, procès verbal après lecture faite par lui et après avoir persiste le nommé Ndala Claude Ernest alias Graille signe avec nous. Ndala Graille va être entendu pour une seconde fois le 1er mars 1972. Il se présente. Je me nomme Ndala Claude Ernest alias Graille, je suis de nationalité congolaise, je suis né le 25 mai 1937, je suis fils du feu Ndala et de Sonita Charlotte. Je suis marié à la nommée Bondo Marie-Antoinette, je suis père d'un enfant, je suis journaliste, je n'ai jamais été condamné mais poursuivi en justice. Je ne suis pas soumis aux obligations militaires, je suis officier du mérite congolais. Je peux être joint chez mon oncle domicilié numéro 29 de l'avenue des Trois Martyrs. Alors, sur les faits, donc on lui pose la question. Donc ça, c'est la deuxième comparution. La question qu'on lui pose, c'est celle-ci. Dans un paragraphe de vos déclarations, il ressort que vous aviez passé la nuit du 21 au 22 février 1972 à Bakongo chez une amie. Votre épouse est-elle absente de Brazzaville? Si oui, depuis quand et pourquoi? Alors, Ndala Graille qui répond, ma femme n'est pas absente de Brazzaville. Je vis avec cette amie depuis environ 8 mois. Elle suit un traitement à Makelekele. Et ce traitement préconise, à partir du 18 février, 5 jours de rapport sexuel suivi. Yanda là. Ça, c'est lui ça. J'ai donc profité, et je vous lis tel qu'il a déclaré lui-même. Hein. Je vous lis. Hein. Je suis désaxé. Moi, je poursuis. J'ai donc profité de ce que j'avais mangé au Cosmos avec les délégués au colloque pour faire un tour à Bakongo. Ceci me servant de couverture pour une entrée tardive chez moi. Le prétexte était tout indiqué. Je discutais avec les délégués, c'est pourquoi je suis rentré tard. Alors une autre question. Au retour de Bakongo, où vous avez passé la nuit, vous avez demandé aux élèves s'ils étaient armés. Ils vous ont répondu par la négative. Quelle a été votre réaction? Ndala Graille qui répond. Je tiens d'abord à apporter une précision. Je n'ai pas rencontré les étudiants sur le chemin de Bakongo vers chez moi. J'ai rencontré les étudiants en venant de l'arrondissement 2 et en allant dans le quartier du cinéma Rio déposer mon ami qui était encore à bord de ma voiture. C'est alors qu'en passant devant le lycée, j'ai aperçu du côté du CG annexe des gens en tenue de miliciens. Je me suis dirigé vers eux en brûlant le sens interdit sur la voie venant du lycée. Arrivé à leur hauteur, je leur ai posé 2 questions. Quelle instruction avez-vous reçue? Êtes-vous armés? Ils ont répondu à la première question qu'ils avaient reçu aucune instruction. À la deuxième, ils ont répondu négativement. Je leur ai alors dit de rentrer à l'intérieur du CG et d'envoyer quelqu'un à la direction des milices. Maintenant, une autre question. En tant que membre du comité central, quelle a été votre réaction en apprenant l'arrestation des camarades Pierre Nzé, Maître Aloïs Moudileno, Henri Lopez et Kamba Elombe? Alors, Ndala Graille qui répond, franchement, j'ai eu peur, d'autant plus que je n'ai trouvé aucun message chez moi en rentrant. Et j'ai appris l'arrestation des personnes précitées par un coup de téléphone de mademoiselle Victoire Golingo. Une autre question. Cela ne vous semble-t-il pas paradoxal, après avoir déclaré que vous aviez peur en apprenant la nouvelle d'arrestation des camarades précités, que vous rendiez directement sans protection aucune à l'immeuble de l'UMPT pour présider le colloque Europe-Afrique?
Réponse de Ndalagraï. J'admets que c'est paradoxal, mais je n'ai pris aucune protection. Le professeur Tati Loutard est passé me chercher vers 8h30. Ensemble, nous avons pris le camarade Obega et nous nous sommes rendus au colloque. Ce sont eux qui m'ont parlé du message du président. Comme la situation semblait calme, je suis allé au colloque. Par qui pensez-vous que ces camarades pouvaient être arrêtés? Et quelle analyse en avez-vous faite? C'est une question qu'on pose à Ndalagraï, qui répond. Pour moi, ces camarades ne pouvaient être arrêtés que par les ennemis de la Révolution. Encore une autre question. Vous avez ordonné aux étudiants d'aller prendre les armes à la direction de la milice populaire. Qu'en pensez-vous? Ndalagraï qui répond. Je n'ai jamais ordonné aux élèves d'aller prendre des armes. Je leur avais conseillé d'aller à la direction centrale de la milice prendre des instructions éventuelles. Une autre question. À 13h, vous avez été informé du meeting qui a eu lieu à l'état-major général ainsi que le communiqué lu à la voix de la Révolution par le lieutenant Matessa. Comment pouvez-vous nous expliquer votre indifférence manifeste? Réponse de Ndalagraï. Quand je suis revenu au colloque, j'ai rencontré le camarade Ngoto et le maire qui m'ont retracé le fil des événements. Je suis rentré chez moi et j'ai essayé de téléphoner le camarade Raoul. Je ne l'avais pas eu au bout du fil. C'est sa femme qui m'a répondu. Et je suis resté chez moi. Je n'ai pas bougé de peur qu'on me manque au téléphone jusqu'à 15h. Personne ne m'a téléphoné. Je suis reparti donc au colloque. C'est tout ce que j'avais à vous déclarer. Lecture faite, persiste et signe. L'officier de police. Il y a une mention justement dans son procès verbal. La mention est faite justement par la police, rapportant après signature la question suivante. En dehors de vos liens familiaux avec le lieutenant Ndala Benjamin, comment partagez-vous les opinions politiques avec le susnommé? Ndalagraï qui répond. Avec mon frère, le lieutenant Ndala, nous nous voyons très rarement. Nous discutons des problèmes politiques uniquement à l'occasion des réunions du comité central ou des commissions du parti. En dehors de ces réunions, nous ne nous retrouvons pas pour discuter politique. Dans mention que l'intéressé signe avec nous, officier de police. Donc après cette audition de Ndalagraï, nous allons passer à d'autres auditions. Il s'agit cette fois-ci de Massamba Boniface, que je connais. Nous sommes du même quartier, même rue. Moi, j'étais au 57 rue Berlioz. Lui, il était au 53 de la rue Berlioz, Massamba Boniface. Donc, il est rentré, il était cadre de la défense civile. Ça, c'est ce qui n'est pas écrit, parce que je connais, c'est pour ça que je parle de ça. Cadre de la défense civile, après il est rentré dans la défense civile. Ensuite, dans l'armée. Il avait été recruté dans l'armée. Alors, il a comparu donc devant la commission d'instruction de la Cour révolutionnaire. Il se présente. Massamba Boniface, congolais, né le 25 février 1953, à Brazzaville, fils de Feu Massamba et de Bitsipo. Célibataire, soldat de 2e classe de la PN, domicilié à Pointe-Noire. Je connais M. Nkombo Mationa à la défense civile. J'ai effectué un voyage à Brazzaville du 29 janvier 1972 au 4 février 1972 pour venir discuter le problème de mon affectation à Brazzaville. La question. Vous avez été entendu à la police de Pointe-Noire le 26 février 1972. Vous avez dit ceci. Je reconnais les raisons pour lesquelles je suis gardé dans vos services. Je suis disposé à vous dire la vérité sur le coup d'État manqué et le rôle que j'avais à jouer. Effectivement, en ce qui concerne ce coup d'État, j'ai joué dans la pratique un rôle d'agent de liaison entre le groupe de Brazzaville et celui de Pointe-Noire.
En ce sens, j'effectuais les va-et-vient par avion entre les deux villes. Je prenais contact à Brazzaville avec Nkomo Masiona, Bernard, et Ndala, Benjamin. Lors de mon dernier séjour à Brazzaville, le 29 janvier 1972 au 4 février 1972, j'ai été informé par Nkomo Masiona de ce qu'un éventuel coup d'État devait se produire dans les prochains jours. À Pointe-Noire, les opérations seraient dirigées par Matumba Mpolo. Bon bah c'est pas tout ça où j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Forum, la radio du droit de l'homme. La radio du droit de l'homme. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. À cet effet, Nkomo Masiona m'a demandé de rencontrer au niveau de Pointe-Noire Mampika Lubaki, qui est au courant de la situation. Rentré à Pointe-Noire, je suis allé voir Mampika Lubaki à son bureau. Là, je lui ai fait part de l'entretien que j'avais eu à Brazzaville avec Nkomo Masiona. Pour des raisons de discrétion, Mampika m'a conduit dans un autre bureau où nous nous sommes entretenus. À la question de savoir les préparatifs du coup d'État avaient été entrepris, il m'a répondu par l'affirmative. Avez-vous fait cette déclaration, oui ou non? Alors, Massamba Boniface répond, je n'ai pas fait cette déclaration. Et je ne reconnais pas le procès verbal dans lequel j'ai eu à déclarer que j'avais une mission entre Brazzaville et Pointe-Noire. Lecture faite, persiste et signons le comparant. La suite donc. Plutôt le 29 février, comparaît le nommé Morlende Gaston, qui se présente donc. Je me nomme Morlende Gaston, je suis de nationalité congolaise, je suis né le 14 novembre 1947 à Brazzaville, je suis fils de Morlende Théodore et de Nsila Cécile. Je suis sergent de la peine, je suis domicilié au quartier Losange à Pointe-Noire, je suis célibataire avec 2 enfants. Je n'ai jamais été condamné ni poursuivi en justice. C'est à peu près au mois de mars 1971 que je serai affecté à Pointe-Noire en qualité de commissaire politique à l'armée adjoint de la zone militaire numéro 1, Pointe-Noire. Je serai reçu par les membres de la section du parti, au Kwilu notamment les camarades de Matumba Mpolo, alors commissaire du gouvernement et commissaire politique à l'armée. Mampika Lubaki, à l'époque chef du secrétariat de la sous-direction politique, Mbembe, Mvulalia, Nombo, tous adjoints au maire Ngakama Henri, chef du personnel de la Comilor à la Comilor, Mango Michel, officier de paix adjoint, Fayette Tutembo et autres. En dehors de Matumba Mpolo et les autres camarades, il est à remarquer que sur le plan fonctionnel, j'aurai des rapports assez étroits avec Mampika Lubaki dans ce cadre précis. Mampika s'occupait des milices urbaines, tandis que moi j'étais à la tête des milices rurales. Sur le plan politique, tous les problèmes devaient être vus au niveau de la section du parti. Ceci étant les problèmes qui ne trouvaient pas de solution au niveau de la section du parti, nous faisaient recourir aux instances supérieures au niveau de Brazzaville. C'est dans ce cadre que le président de la République, en date du 20 février 1972, se rendra à Pointe-Noire. Le 20 février 1972, date à laquelle le président de la République arrive à Pointe-Noire, les activités vont être les suivantes. 17h30, accueil du président de la République à l'aérodrome. De là au palais présidentiel, à 20h30, repas avec la suite présidentielle, alors que le président fatigué n'a pu partager avec nous ce repas. Le 21 février 1972, au matin, dès 7h30, je serai chez le commissaire du gouvernement pour m'enquérir du programme du président. Ce programme n'étant pas prêt, le commissaire du gouvernement se contentera de signifier verbalement les activités du président de la République dans la journée. Ensuite, je me rendrai au commissariat politique à l'armée vers 8h, où je resterai jusqu'à 12h. Du bureau, je me rendrai directement à la maison. Je ne ressortirai que vers 15h pour le bataillon para, où je devais dispenser un cours de formation idéologique jusqu'à 17h. À 17h, je prendrai le personnel du secrétariat de la direction politique et la milice, dont Mampika Lubaki, pour les déposer chez eux à bord de notre véhicule de marque chinoise immatriculé TO 400.
À l'issue de toutes ces courses, Mampika Lubaki me saisira de ce que Matumba Polo manifestait le désir de me rencontrer. Je le ferai pas immédiatement, ce serait plus tard vers 19h30. Au quartier Planche, j'ai omis de dire si je n'avais pu me joindre aux activités présentielles, c'est précisément parce que rien n'a été prévu par le protocole. Lors de notre rencontre au quartier Planche, en présence de Mampika Lubaki, Matumba Polo me dira « Nous sommes en train de préparer un coup à Brazzaville. J'ai eu la mission de me rendre à Pointe-Noire pour essayer d'organiser quelque chose dans ce sens. C'est pourquoi j'ai pensé de contacter parce qu'on a voulu que j'ai pensé te contacter. J'ai pensé de contacter pour te demander si tu peux être avec nous. Je lui répondrai en ces termes. D'abord, je ne crois pas que ce soit là la procédure normale pour résoudre les problèmes et qu'ensuite, vous avez été commissaire politique avant moi dans cette zone. Vous devez donc mieux connaître la troupe que moi. Donc, je ne me vois pas en train d'organiser quelque chose dans ce sens. Je crois, pour ma part, que c'est une folie. Je vous demanderai plutôt de regagner Brazzaville. À l'issue de ces propos, Matumba Polo ne réagira. En me disant qu'il devait repartir sur Brazzaville. C'est sur ces termes que nous nous séparerons. Il était déjà 20h30 environ. En chemin, je ferai remarquer à Mampika que c'était suffisamment dangereux ce que pensaient les camarades dans ce cas-là. C'est ainsi que nous en avions discuté pendant un certain temps et nous sommes tombés d'accord pour condamner les idées des camarades qui pensaient comme Matumba Polo. Après, je conseillerai à Mampika Lubaki de prendre ses dispositions pour ne pas tomber dans le panneau. Sur ce, je devais l'accompagner chez lui et moi rentrer chez moi. Il était 21h30 environ. Le 22 février 1972, dès 7h30, je suis rendu. Voilà. Il y a beaucoup de coquilles. Il y a beaucoup de coquilles. Bon, je lis, comprenez-moi en tout cas, moi je lis le procès verbal, donc je ne change rien, je ne change même pas de virgule. Alors, je reprends. Le 22 février 1972, dès 7h30, je suis rendu chez le commissaire du gouvernement. Je me suis rendu en tant que fait, peut-être. Je me suis rendu chez le commissaire du gouvernement que j'ai trouvé absent pour être déjà avec le président de la République à la chambre du commerce où il s'adressait aux travailleurs. J'apprendrai auprès du capitaine Mbia Nzalakanda qui se trouvait à l'entrée de la chambre du commerce qu'à Brazzaville s'était produit une tentative de coup d'État et qu'à l'occasion le président de la République adresse un message à la nation. À 9h environ immédiatement après que le chef de l'État se serait adressé à la nation, nous repartirons à la présidence. Au sortir de la chambre du commerce, le président de la République s'adressera à moi en ces termes. Camarade Morlende, vous n'êtes pas arrêté vous aussi à cette question? J'ai répondu comme suit. Certainement parce que nous nous trouvons ici à Pointe-Noire. Je précise que ce nous est mis pour les membres du parti susceptibles d'être arrêtés, parmi lesquels je citerai Boulingi, qui était à mes côtés au moment où le chef de l'État s'adressait à moi en ce moment précis. Au palais, je rencontrerai le président de la République qui me dira que la situation est encore confuse et qu'on ne peut parler de comité central, mais que toutefois chacun de nous ne pourra se déterminer qu'à partir de ses propres analyses. Je suis resté sans mot dire après ces propos du président jusqu'au moment où je quitterai le président. Alors, la question qu'on pose à Morlende. Avant l'arrivée de Matumba Polo à Pointe-Noire, n'avez-vous pas été informé du coup d'État du 7 ou du 22 février? La réponse de Morlende. Avant l'arrivée de Matumba Polo à Pointe-Noire, je n'ai aucune idée d'une situation de ce genre. Toutefois, je connaissais le problème qui se posait au niveau des dockers, qui envisageaient une grève probable pour le 23 mars 1972. À ce sujet, j'avais saisi téléphoniquement le secrétariat général de la CNC, le camarade Anatole Kondo. Question.
Pouvez-vous nous dire si le 22 février 1972, alors que Matissa parlait à la radio, Diawara Gaëtan a demandé à Mapika en votre présence pourquoi vous persistiez à faire un coup d'État? Matumpa, Mpolo, Mapika, Morlende et les autres, alors que vous ne contrôliez pas toute la situation. Réponse. Le 22 février 1972, Diawara Gaëtan n'a jamais posé une telle question à Mapika en ma présence. Une autre question. Si le chef d'État n'était pas arrivé à Pointe-Noire, qu'auriez-vous fait du commandant de zone numéro 1, le capitaine Mbia, Mapika, Lubaki, et vous à l'arrivée de Matumbampolo à Pointe-Noire? Réponse. J'ai reconnu que j'avais été consulté par Matumbampolo le 21 février au soir. N'ayant jamais été d'accord avec une telle action, je n'ai jamais envisagé une préparation militaire ni une action en direction du capitaine Mbia. Question. Matumbampolo arrive à Pointe-Noire presque en même temps que le président de la République et sollicite votre adhésion au coup d'État qui se tramait. Vous, en tant que membre du comité central et commissaire politique à l'armée, quelles dispositions avez-vous prises pour contrecarrer une pareille action au niveau du Kilo? Eh bien, mieux, quelles autorités militaires ou politiques en avez-vous fait état? Et réponse de Morlene. En ma qualité de membre du comité central, j'ai eu à condamner cette action que j'ai qualifiée de folie. En tant que commissaire politique à l'armée, j'ai refusé d'organiser les troupes pour les amener dans ce mouvement. En ma qualité de responsable politique, je n'ai pas pris des dispositions pour en aviser les autres autorités de la place. Alors, une autre question. Comment expliquez-vous ce manque de déterminisme et cette réserve alors que vous saviez que la vie du chef de l'État était en danger? Réponse de Morlene. Je répète, je n'ai pas été d'accord avec Matumbampolo. Je n'ai pas été non plus actif dans cette affaire de coup d'État. Je regrette le fait de m'être tu et de ne l'avoir signalé aux camarades de Pointe-Noire et au chef de l'État. Question. Ne croyez-vous pas qu'en vous taisant, vous avez trahi la personnalité du chef de l'État? Réponse. Oui, je reconnais l'avoir trahi en me taisant. C'est tout ce que je puis vous dire. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Poursuivons donc l'enquête. Sera entendu le Bosso Jean Rachel. Alors, je me nomme le Bosso Jean Rachel, je suis de nationalité congolaise, je suis né vers 1945 à Cana 2. Je suis fils de Ngania et de Bakoko. Je suis marié à la nommée Momeketi Charlotte, sans enfant. Je suis soldat de première classe au BI. Je peux être joint chez mon grand frère au 82 rue des Dahomey à Poto Brazzaville. Je suis domicilié au camp du BI. Je n'ai jamais été condamné ni poursuivi en justice. Sur les faits, les Bosso Jean Rachel déclare ceci. Dans la matinée du lundi 21 février 1972, je suis allé à la direction des milices populaires où je devais suivre un CAT1 jusqu'à 12h. À 1, je suis allé manger à Poto. À 14h, je suis reparti à la direction des milices et nous sommes rendus au camp du 15 août. À 17h, je suis allé au camp du Dieu BI pour m'échanger. Ensuite, je me suis rendu dans la rue des Martyrs, 48, chez ma femme manger. Revenu au camp BI, un peu en retard, j'ai vu le camarade président de la cellule du parti, le lieutenant Ikoko. Il m'a dit d'être vigilant compte tenu de l'information selon laquelle il y aura un coup d'État réactionnaire. D'après ce qu'il nous a livré, vers 4h du matin, de nombreux camarades sont rentrés dans le camp et nous ont dit que la sirène avait sonné. Après que chacun des combattants se soit mis à la disposition de sa compagnie pour occuper les différents secteurs, je me suis retrouvé dans ma compagnie dirigée par le sous-lieutenant Zambila. C'est lors d'un déplacement que j'ai eu à faire de mon poste de garde pour aller aux toilettes que j'ai appris par un camarade que je n'ai pas identifié que le chef de l'État avait fait une déclaration depuis Pointe-Noire.
Dans cette déclaration, le chef de l'État condamnait le BI et GAP. Je ne me suis plus informé parce que je devais rejoindre mon poste de garde, ce que j'ai fait à mon retour des toilettes. Une confusion totale régnait dans mon esprit parce qu'au départ, le lieutenant Ikoko nous avait appris qu'il y aurait un coup d'État de la droite. Nous sommes restés au poste de garde jusqu'à midi. En ce moment, les camarades qui étaient partis à la radio sont revenus. Nous avons été retirés de nos différents postes et le camarade Nzambila a rassemblé la cellule du parti pour attendre les instructions du président de la cellule du parti sur la situation qui prévalait en ce moment. Comme le président de la cellule du parti ne venait pas, nous avons informé les militants de l'information que nous avait faite le président de la cellule du parti, en l'occurrence le sous-lieutenant Ikoko. D'autre part, nous leur avons dit que pour d'autres éclaircissements, seul le camarade Ikoko pouvait les leur communiquer. Nzambila nous a dit par la suite que certains camarades membres du bureau politique et du comité central se trouvaient à Matim, CFM, et qu'il était le devoir des membres de la cellule du parti d'aller chercher ses camarades pour les laisser à leur domicile, chose que nous avons faite, mais nous sommes restés à Matimou parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place dans le véhicule Land Rover. 30 minutes après leur départ, un véhicule BTR est venu à Makala pour demander si tous les camarades responsables politiques se trouvaient toujours là. Le chef de poste, le combattant Mabiala, leur a répondu qu'il ne se trouvait plus là. Comme la Land Rover ne revenait pas pour nous chercher, nous avons décidé de nous rendre au camp Zoué à pied. Mais à la hauteur du camp Zoué, nous avons été appréhendés, puis conduits à l'état-major. Alors, question. N'avez-vous jamais pris part courant mois de février à une ou plusieurs réunions auxquelles assistaient Diawara, Mundele, Matumpampolo, Bongo, Atondi et autres? Réponse. Je n'ai jamais pris part à ce genre de réunion dont je n'étais pas informé. Question. Vous dites bien que votre président de la cellule du parti vous avez parlé entre vendredi et samedi du mois de février courant du coup d'État de droite qui devait diriger ce coup d'État. Et quelles sont les mesures qui devaient être prises par les forces de gauche pour contrecarrer ce coup d'État? La réponse, c'est au cours d'une réunion avec les membres de la cellule du parti que le président de notre cellule nous a donné cette information sans autre précision. Néanmoins, il nous a dit qu'il devait nous tenir informés si jamais il y avait d'autres éclaircissements à ce sujet. Il nous a conseillé d'être vigilants et calmes. Question. Vous êtes un responsable politique. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu partir vos camarades du bataillon faire mouvement vers la voie de la révolution congolaise alors que ce jour-là, c'était le bataillon d'artillerie qui devait y assurer la garde? Réponse. Lorsque j'ai vu les camarades partir vers la voie de la révolution, je me suis dit que les commandants de compagnie ont reçu des ordres pour conduire les troupes en ce lieu. C'est tout ce que j'avais à vous déclarer. Lecture faite, le nommé de Bosso, Jean Rachel, persiste ici avec nous. Nous allons lire le procès verbal du nommé Dibalo Jean-Marie, qui a comparu le 27 février. Je me nomme Ndimalo Jean-Marie. Je suis congolais, je suis né le 1er janvier 1948 à Dongo. Je suis fils de Degbege Clément et de Yabé Louise. Je suis célibataire avec un enfant. Je suis caporal dans l'armée populaire nationale. Je n'ai jamais été condamné ni poursuivi en justice. Je suis domicilié au numéro 129 de la rue Gamabam-Pila, Brazzaville. Alors, c'était, sur les faits, voilà ce qu'il déclare. C'était un samedi matin aux environs de 7 heures. Le sous-lieutenant Ikoko, Jean-Baptiste, s'était rendu à la 3e compagnie, celle de Makala. Il nous a dit qu'une causerie politique devait avoir lieu. Mais comme il y a une nouvelle situation, il est nécessaire que les membres du parti se réunissent au bataillon pour une information. Ceci dit, il a regagné le bataillon et je l'ai suivi afin d'assister à cette réunion. Y étant avec un peu de retard, je les ai trouvés en pleine réunion. C'était le président de la cellule, le lieutenant Ikoko, qui présidait la réunion. Le point évoqué à l'ordre du jour était le coup d'État préparé par le commandant Yobi. Dans son exposé, le sous-lieutenant Ikoko nous a dit ceci. Le caporal chef Djombo
a été convoqué par le capitaine Mosiposo qui devait lui demander si les éléments de gauche tels que Ange Diawara, Ikoko, Bongo Camille, Nzambila et bien d'autres ne préparaient pas un coup d'État. Ce dernier a répondu au capitaine Mosiposo qu'il méconnaissait ce coup d'État, mais reconnaissait celui préparé par le commandant Yombi. Après la réunion, je suis allé à mon domicile où j'ai passé la nuit de samedi à dimanche. Le dimanche 20 février 1972, je rejoins le camp Makala le lundi soir. Nous recevons une information d'Ikoko, nous faisant état de ce que le bataillon d'infanterie serait attaqué dans la nuit du 21 février 1972 à 19h30 de la même date. Le lieutenant Matingu Godefroy se rend à Makala et demande si tous les militaires se trouvaient sur place dans les casernes. S'adressant donc au chef de poste à Tipo et moi, le lieutenant Matingu nous a intimé l'ordre de renforcer le service de garde des émetteurs. Il nous a en outre demandé de réveiller tous les camarades militaires qui devraient se mettre en temps et de se mettre prêts. C'est sur ce terme que le lieutenant Matingu est reparti au bataillon. Il était environ 20h. C'est à 22h environ que le lieutenant Matingu nous enverra un véhicule qui embarquera une partie de la 3e compagnie au bataillon. Je précise que je suis de cette 3e compagnie. Nous avons donc passé la nuit au bataillon quand à 4h du matin, nos camarades mariés venant de la cité nous informaient que l'alerte avait sonné. Nous devrions en conséquence prendre nos dispositions conformément aux instructions qui nous ont été dictées par le haut commandement composé pour la circonstance de Diawara, Ange, Ikoko, Jean-Baptiste, Matingu Godefroy, Nzambila, etc. À 7h du matin, environ, Diawara convoquera une assemblée générale de toutes les compagnies et s'adressera à nous en ces termes. Camarades, la révolution est en danger. Nous devons la défendre. Après avoir scandé les slogans, il a demandé à Matingu de se joindre à lui et la 3e compagnie ainsi que la 2e doivent, sous le commandement de Matingu, se rendre à la radio pour renforcer l'artillerie. Aux environs de 8h, nous étions embarqués à bord d'un véhicule qui nous déposait à la milice. De là, nous avons continué jusqu'à la radio à pied, toujours sous le commandement de Matingu. Arrivés à la radio, nous y avons trouvé des artilleurs qui nous avaient bien reçus. Quelques moments après, un sous-lieutenant de l'artillerie, dont j'ignore le nom, a donné l'ordre aux artilleurs de vider la radio pour regagner le camp. Je tiens à préciser qu'à notre arrivée au lycée Samuel de Brazza et plus précisément à côté de l'école consulaire, une partie de notre compagnie a progressé à l'intérieur du camp météo pour sortir en face de la télévision, tandis qu'une autre partie a tout simplement longé la voie goudronnée qui donne directement sur la voie de la révolution congolaise en partant du rond-point du lycée Samuel de Brazza. C'est jusqu'à 14h que nous sommes restés portés dans l'enceinte de la radio. À cette même heure, précisément, le lieutenant Matingu vient nous demander de nous retirer du camp, de la radio. Ceci étant fait, et une fois arrivé au camp, le membre du parti Nzambila a convoqué une réunion générale, au cours de laquelle il s'est adressé aux militants. Il leur a fait le point de la situation en insistant sur le fait que la situation s'étant rétablie au mieux éclaircie. Les membres de la cellule du parti doivent aller chercher les membres du comité central, dont Lopez, Nzé, Moudileno et autres, pour les ramener à leur domicile respectif. Il a encore ajouté que les membres du parti doivent, à l'arrivée du président de la République, demander une audience pour expliquer la situation qui s'est passée au bataillon d'infanterie. Après la réunion, comme il a été conclu, les membres de la cellule du parti se sont rendus à Makala où se trouvaient les membres du comité central et autres. J'ai omis de vous dire que personnellement, j'avais posé la question de savoir qui est-ce qui les avait déposés là-bas. Nzambila m'a répondu qu'ils étaient arrêtés par les miliciens. Aux environs de 15h25, arrivés à Makala, nous avons dans le bureau du commandant de compagnie, le sous-lieutenant Mboko Samuel, trouvé les membres du comité central. Le sous-lieutenant Nzambila leur a fait comprendre que s'ils avaient été conduits ici, c'est pour leur protection. Le camarade Nzé lui a répliqué: ce n'est pas dans ce but que nous y avons été conduits, car les propos de Ndebeka Maxime qui nous transportait nous font penser à une arrestation. Après cela, Nzambila
a insisté sur les mêmes explications afin de les convaincre. Avant de prendre place à bord de la Land Rover, qui les a conduits, le camarade Ekamba Ilombe nous a fait scander la devise du parti. Je précise que c'est le camarade sous-lieutenant Ngobo qui les avait accompagnés pendant que tous les membres du parti étaient restés. Cette même Land Rover devait repasser les chercher. Ayant beau attendre à Land Rover jusqu'à 16h, tous les membres du parti ont préféré regagner le bataillon à pied. Arrivés à hauteur de la route qui va à Kitsundi, nous avons rencontré les chars qui se rendaient à Makala. Le lieutenant Lekonza a sonné ceux qui avaient les armes de les déposer. Ceci avait été fait. Il a ensuite posé la question de savoir à quel corps on appartenait. Et nous lui avons répondu que nous sommes des membres de la cellule du parti du pays. Il nous a embarqués ensuite à bord du char jusqu'au camp du Dieu. De là, nous avons été mis dans le BTR pour le régiment blindé pour ensuite finir à bord d'une Jeep à l'état-major. C'est tout ce que j'avais à vous déclarer. Suite. Pendant que je me trouvais posté dans les herbes en face du camp plateau, j'ai aperçu le lieutenant Matimbu Matessa et 2 combattants qui passaient dans une Jeep en direction de la porte principale de la voie de la Révolution. Je précise que le lieutenant Matessa, qui se trouvait debout derrière la Jeep, agitait les bras en signe de victoire et d'encouragement. En conclusion, tout en vous précisant que j'avais été entraîné par la nouvelle selon laquelle la Révolution était en danger et en ayant agi sans avoir suffisamment analysé la situation. Je regrette cet acte tout en me remettant à la sagesse de la justice. Après lecture faite personnellement, le suspensionné déclare persister, signe avec nous le présent procès verbal. Officier de police. Alors on peut faire une remarque sur Morlende justement. Morlende est ainsi, sauf rebondissement, inattendu, le dernier de M22 qui a été entendu comparé à tous ceux dont nous avons suivi les déclarations depuis que je vous présente les auditions. C'est un homme à part. Il est pratiquement le seul membre de la secte du M22 qui n'a pas cru devoir adopter un système de défense qui consiste simplement et froidement et lâchement à tout mettre sur les absents, à charger les morts. Comme on l'a fait sa déposition, Matumbo Polo était sommairement exécuté depuis une semaine à Pointe-Noire. Quand on pense que Morlende était parmi les plus jeunes accusés dans cette affaire, on ne peut que mépriser les plus belles, les vieux ou doyens qui se sont retrouvés à la tête de ce putsch et qui, invités par Maria Ngouabi en personne à prendre hautement leurs responsabilités devant l'histoire, ont fait preuve d'une petitesse d'esprit vraiment révoltante. Morlende est donc parmi les rares M22, après l'échec, ont fait la célèbre devise, la fierté bien connue, tout est perdu sauf l'honneur. Morlende donc mérite le même respect que ceux qui, dans cette étonnante affaire, folle audace, folle fierté, sont allés jusqu'au bout de leur engagement. La mort, à savoir Oluka, Diawara, Ikoko, Bakekolo et leurs 29 derniers compagnons qui sont morts et que tous les M22 survivants qui ont été réinstallés par Sassou au bureau politique et par le comité central avaient oublié. Ils continuent même à les charger, à les sommer. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Nous allons parler donc de Koubemba Marie-Josée, qui va comparaître le 28 février
Je me nomme Koubemba Marie-Josée, je suis congolais, je suis né le 1er octobre 1946 à Kinshasa. Je suis fils de Koubemba André et de Mbizi Véronique. Je suis célibataire, père de 2 enfants, je suis militaire première classe. Je n'ai jamais été condamné ni poursuivi en justice. Je suis domicilié au quartier Cital Dietoro, à Bakongo, Brazzaville. Sur les faits, Koubemba Marie-Josée déclare ceci. Le lundi 21 février 1972, à 16h30, j'étais de garde au poste de police avec les combattants Missi Gabriel Makita, le caporal Mwangissa Seria et son adjoint, le soldat de première classe Bangou. Le mot de passe ce jour-là était Futa Kayo. J'étais le premier à être de faction de 18h à 20h, puis Missi avait pris la relève. Aussitôt ma faction terminée, je me suis endormi. Quand l'alerte a sonné, nous avons vu venir l'officier de permanence. C'était un sous-lieutenant de l'artillerie dont j'ignore le nom. Il a appelé le chef de poste. Je ne puis savoir ce qu'il lui avait dit. Il a accompagné le chef de poste voir la section d'intervention. Quelque temps après, c'était l'officier de permanence. C'était un sergent de transmission dont j'ignore le nom. Il a ordonné de sonner le clairon et de doubler la garde. Vers 5h du matin, les camarades combattants rentraient au camp. Le capitaine Mwasiposo aussi est rentré. Il était en civil. Il a ordonné au chef de poste de renforcer la garde. Lui aussi avait dit de faire sonner le clairon. Puis il est passé à son domicile. C'est en ce moment que le chef de poste est venu donner comme consigne à celui qui était de faction de ne pas faire sortir le capitaine Mwasiposo sur ordre du chef de corps. Je précise que nous n'avons pas vu le lieutenant Diawara jusqu'alors. Il devait se trouver au PC. Au moment où le capitaine Mwasiposo voulait sortir, le combattant Tsotsa, qui était de faction, alors a dit au capitaine qu'il ne devait pas sortir sur ordre du lieutenant Diawara. J'avais oublié de vous dire que nous étions 6 de garde, dont Tsotsa. Il s'est engagé une brève discussion entre le capitaine et le camarade Tsotsa. C'est à ce moment qu'est arrivé l'officier adjoint du lieutenant Matingu, à bord d'un jeep. Il a dit au capitaine que le chef de corps avait besoin de lui. Le capitaine Mwasiposo s'est donc dirigé vers le PC où était le chef de corps suivi par la jeep de l'officier adjoint. C'est au moment où le capitaine a brusquement pris le chemin de chez lui que nous avons entendu le coup de feu. Il faisait déjà jour. Nous avons vu sortir vers 9h les autres dans les véhicules et armés. Vers 16h, le combattant, vers 16h, le commandant en chef a téléphoné. Il a demandé si nous étions seuls. Puis, il nous a recommandé de ne pas avoir peur. Il a ensuite ajouté que des chars allaient venir pour occuper le camp et qu'ils ne nous feront rien. Les chars sont arrivés quelque temps après. Nous avons entendu les communiqués disant que les éléments du pays qui étaient restés devaient se rendre à l'état-major sans armes. C'est alors que les autres et moi, on s'y est rendus. Je précise que les coups de feu avaient été tirés vers la soute à essence. C'est tout ce que je puis vous déclarer. Après lecture faite par lui-même, le susnommé déclare persister et signe avec le présent procès-verbal, l'officier de police. Le 26 février est entendu Mafuta Simon qui se présente. Je me nomme Mafuta Simon, je suis congolais, je suis né vers 1943 à Mayambula, district de Boko. Je suis fils de feu Mafuta Thomas et de Nkwanga Joséphine. Je suis marié coutumièrement à la nommée Djanzinga Georgette. Je suis père de 4 enfants, je suis moniteur supérieur, je n'ai jamais été condamné ni poursuivi en justice. J'habite l'immeuble Paul Léon situé derrière Air Afrique à Brazzaville. Sur les faits, Mafuta Simon déclare ceci. Dans la 2e semaine du mois de février 1972, lors d'un conseil d'arrondissement, le camarade Atondi Lekas nous a fait compte des travaux de la session extraordinaire du comité central. Il a également porté à la connaissance du conseil l'information selon laquelle un coup d'état de droite se préparait. Il nous fallait en conséquence sensibiliser l'opinion pour une éventuelle dénonciation. Il me précisera par la suite en privé que l'auteur de ce coup de droite était le commandant Yombi. Entre-temps, les rumeurs couraient faisant état d'un quelconque coup d'état. Les militants
pris de panique, venaient me voir pour me demander ce qu'il fallait faire en conséquence. Je leur répondais ceci. Nous sommes vos seuls dirigeants politiques. S'il y a des ordres à recevoir, vous les recevrez de nous. Pour le moment, restez calme, car nous n'avons rien eu de précis encore. Nous ne nous sommes jamais réunis pour donner des informations précises aux militants jusqu'au lundi 21 février, où le camarade Nzé devait entretenir le conseil d'arrondissement. Ce soir-là, le camarade Nzé a parlé des problèmes de la révolution, du voyage du président essentiellement et du voyage de McNamara. Les militants avaient posé plusieurs questions au camarade Nzé, notamment sur l'éthique du parti et de la morale révolutionnaire des militants, l'économie, mais personne n'avait évoqué le problème du fameux coup d'État de droite. Ce même lundi, je devais être de permanence à l'arrondissement. J'ai vu venir vers 23h30 le camarade Atondi qui m'a dit ceci. Le fameux coup d'État de droite se confirme. Il faut maintenir les miliciens sur le pied d'alerte. Mais il ne m'avait pas dit quand ce coup aurait lieu. Quelque temps après, j'ai vu le commandant de la milice DBK, Jacques, que j'avais tenu informé des propos susmentionnés. Sur ce, il a fait mettre les bouchons autour de l'arrondissement. Nous sommes restés à l'arrondissement, le camarade DBK, le camarade Atondi et moi. Je précise que ce dernier avait eu à faire un tour, je ne sais où, mais qu'il était revenu par la suite. À part le commandant Yombi, désigné comme chef de file du coup de droite, je n'avais personnellement aucune information sur sa suite. Et puis notre but à nous était de sensibiliser les masses en vue de la dénonciation du coup de droite, si vraiment coup il y avait. En ce qui concerne les milices, seule la direction centrale pouvait leur donner des ordres. J'avais passé une bonne partie de la nuit dans ma voiture à dormir jusqu'au moment où l'alerte a sonné. À ce moment, les militants ont accouru à l'arrondissement. Il y avait notamment tous les camarades de la cellule du parti et du comité révolutionnaire. J'ai pu remarquer la présence d'un élément étranger, c'était le sergent Nyamakisi Vincent, qui est resté là jusqu'au matin. Je n'ai personnellement pas eu le contact avec lui, il était environ 4h du matin. Je suis resté en permanence à l'arrondissement jusqu'au matin pour éviter que quiconque ne sorte le drapeau vert, jaune, rouge. J'ai demandé aux militants de porter une bande rouge, soit à la tête, soit au bras. Ils ont fait le tour de l'arrondissement en passant par le marché, puis la route du Douai, pour revenir à l'arrondissement, et me dire que personne n'avait été vu avec le drapeau vert, jaune, rouge. Il devait être déjà 8h environ. On m'a rapporté que le président avait parlé depuis Pointe-Noire et que son message avait été interrompu. Je vous dis sincèrement n'avoir pas suivi le communiqué qui avait été lu à la radio. Je n'avais pas donné l'ordre aux militants de marcher vers la radio. Un citoyen de l'arrondissement m'a appris la nouvelle ainsi. Il y a des enfants qui marchent vers la radio avec des bandes rouges. Nous ne voudrions pas voir se reproduire ce qui a eu lieu lors du coup de Kinganga. Tu es un responsable, prends ta responsabilité. J'ai couru pour rejoindre les militants au niveau de l'école consulaire. J'avais même remarqué que les élèves s'étaient joints à eux. Nous étions presque déjà à la hauteur de la radio. J'ai interpellé un combattant parmi les soldats qui étaient là pour lui demander ce qui se passait. Il m'a répondu: un coup d'état de droit allait se produire. Nous sommes venus protéger la radio. J'ai alors fait arrêter les militants compte tenu de ce que les combattants étaient venus protéger la radio contre un mouvement de droite. J'ai fait dire que nous les soutenions dans leur position juste. Nous avons scandé quelques slogans tels que « à bas l'impérialisme »,« misère du peuple qu'on n'est pas »,« colère du peuple qu'on n'est pas ». Nous avons terminé par « Bokeba ». Puis nous sommes repartis vers l'arrondissement. Il devait être déjà 11h. Là, j'ai vu le sergent Nyamakisi Vincent à bord de sa voiture VW. Il se rendait au pays. Je lui ai alors demandé de m'amener avec lui parce que je voulais m'informer moi-même. Lorsque nous y sommes arrivés, on a appris du sergent Nyamakisi la fuite du lieutenant Diawara. J'étais assis sur le siège arrière de la voiture. J'ai omis de dire que le sergent Nyamakisi était accompagné de l'aspirant DBK Maxime. C'est donc tous les trois
que nous nous sommes rendus au pays. Ayant appris cette nouvelle, le sergent Nyamankesi a dit qu'il allait s'en assurer. Nous nous sommes donc dirigés au camp Makala. Je précise que nous n'avons pas eu de difficulté à passer au pont du Dieu. Nyamankesi, en chemin, a demandé si l'on avait vu passer le lieutenant Diawara. On lui a répondu que non. La voiture à bord de laquelle se trouvaient Atondi Lekas et Malonga nous a rejoints à la hauteur de la plaque réclame Savena. Atondi Lekas a aussitôt dit à Ndebeka qu'ils n'avaient pas d'essence dans leur voiture. Celui-ci leur a remis 2000 francs, grâce auxquels ils ont acheté de l'essence à la station Texaco. Puis, nous nous sommes dirigés sur la route de Kinkala. Je reconnais avoir commis en ce moment-là la plus grosse bêtise de ma vie. En effet, j'avais remarqué que les camarades Ndebeka, Lekas, Atondi, Nyamankesi et Malonga étaient en état de fuite, mais je n'ai pu me détacher d'eux. Ce n'est qu'au moment où, réalisant que nous étions sur la route de Nkala vers une direction inconnue, que j'ai demandé qu'on me descende de la voiture. Et j'ai pensé qu'il me fallait rejoindre Brazzaville. Sur la route, j'ai rencontré un ancien syndicaliste que je connais depuis de longue date et dont le nom m'échappe. Celui-ci m'a demandé où est-ce que je me rendais et je lui ai répondu que je partais pour Brazzaville. Il m'a conseillé, vu le fait que j'étais un responsable et que je me trouvais éloigné de Brazzaville, de me présenter aux autorités locales. Je me suis présenté au commissaire du gouvernement, d'abord, lequel a fait appel à la police militaire. J'ai été conduit au poste de police militaire, où j'ai été entendu, puis dans la nuit, des combattants sont venus me chercher pour me conduire à Brazzaville. J'allais oublier de vous dire qu'au poste de police, j'avais appris par la radio que certains camarades étaient en fuite. Mais nous nous sommes tous retrouvés la nuit ici. Pour faire une autocritique de moi-même, je dirais que je n'ai pas été conséquent par rapport à la révolution dans la situation présente. C'est tout ce que j'ai pu vous déclarer. Je n'ai pas vu personnellement Dalagraï à mon arrondissement. Quant à Nomazala, je l'ai aperçu de loin au pays. Nous avons vu le matin le lieutenant Dala venir nous annoncer l'arrestation de Kimbwalankaya au régiment blindé. Je n'avais pas de rapport soutenu avec le lieutenant Diawara. Il m'est toutefois arrivé de me rendre chez lui, notamment lorsque j'accompagnais des camarades de mon arrondissement, particulièrement Bakekoulé et Malonga, qui s'étaient enfouis avec nous. Ma toute dernière visite se situe dans la 2e semaine de février. Un camarade nommé Samba Albert, ayant perdu son enfant, m'avait chargé d'aller voir le lieutenant Diawara pour une aide. Après lecture, faite par lui-même et après avoir déclaré persiste, le nommé Mafuta Simon signe avec nous le présent procès verbal. Le 25 février 1972, les officiers de police vont entendre Nyamankesi. Nyamankesi, il est entendu par le bureau de l'état-major dans cette enquête. Nyamankesi Vincent, âgé de 23 ans, né le 22 janvier 1949 à Malela, district de Loudima, fils de Nyamankesi Kom et de Miekoutima Françoise, sergent à l'armée populaire nationale, attaché de cabinet à la commission permanente à l'armée demeurant 87 rue Antonetti à Bakongo ou 17 rue Ngoma-Lui, célibataire avec un enfant de nationalité congolaise, se disant jamais condamné, qui déclare ceci. La question. Dites-nous ce que vous connaissez de l'organisation matérielle et de l'aide éventuelle au coup d'État manqué le 22 février 1972. Réponse de Nyamankesi. Je suis d'abord attaché de cabinet à la commission permanente à l'armée, membre du parti à la section du GAP. Le lundi soir, 21 février 1972, j'étais allé à Potopoto pour voir certains de mes camarades membres du parti afin d'avoir des informations sur la vie de notre section du parti. Compte tenu du fait que ces derniers temps, étant complètement occupé à la Cour révolutionnaire de justice et au bureau, j'avais le temps d'assister à toutes les réunions. Le gars sur lequel je tombais se nomme Nguesso Stéphane, membre du parti, qui me relate les faits suivants. Qu'au niveau de la section du parti, ils auraient examiné le cas du caporal-chef Nzombo, qui avait eu à assister à des réunions à caractère tribal avec certaines autorités de la place comme le commandant Yombi,
et le président du PCT. Après cette information et une petite discussion engagée pour des amples informations, je me rends à la maison. Ainsi, cet élément confirmant la rumeur de l'enlèvement de cadres de la gauche m'obligea ce soir-là de me retrouver à l'arrondissement 1 pour mes propres mesures de sécurité. Parce qu'ensuite, au niveau du haut commandement, il était pris ce jour même une mesure visant à renforcer la garde au point stratégique. Je tiens à rappeler qu'ayant appris la rumeur de l'enlèvement des cadres de la gauche, j'avais eu à contacter mon supérieur qui est bien sûr le président de la commission permanente à l'armée, le camarade Ange Diawara. Ce dernier m'affirma que ces rumeurs sont presque familières et que s'il advenait quelque chose, le mieux que vous ferez, c'est de vous retrouver dans un arrondissement quelconque en attendant que la situation s'éclaircisse. Ceci dit, je me retrouvais la nuit du lundi au mardi à l'arrondissement 1 où effectivement des mesures de sécurité étaient prises, comme toujours. J'avais passé ma nuit en vous précisant qu'aucune liaison n'était établie entre Ange Diawara et moi. Cependant, vers 5 h du matin, sonna l'alerte. Ne comprenant pas, je me rendis au BI, où avant que je n'arrive au poste de police, détonnaient des coups de feu. Je me rendis après observation sur les lieux où des explications m'étaient données, comme quoi c'est le capitaine Massipousso qu'on voulait arrêter et que ce dernier avait fui. Je cherchais à contacter mon responsable que je ne vis. Ensuite, je repartis à l'arrondissement 1, où le camarade adjoint au maire me demanda qu'est-ce qui s'est passé. L'explication lui fut fournie. Je restais un bon moment à l'arrondissement 1. Avant tout cela, au niveau de la section du parti, des mesures étaient prises comme quoi, s'il arrivait des actions contre-révolutionnaires quelconques, la section du parti s'arrangerait avec des éléments qui sont favorables à la révolution à contrecarrer les dites actions. Dans la journée, étant à l'arrondissement même, j'ai entendu la déclaration du camarade président de la République sur les antennes de la Voix de la Révolution. Sur ce, je me rendis au BI où je vis le sous-lieutenant Ikoko en train de démentir les déclarations du camarade président comme quoi la situation qui prévalait en ce moment n'était pas organisée par le BI et quelques éléments du JAP, mais plutôt c'est une action de tous les combattants de l'armée. Ensuite, c'est au cours de cette version ou arrangement que j'ai appris que les éléments du BI avaient occupé la radio et qu'ils attendaient. Ceci dit, il clôtura sa séance en faisant scander la devise du parti. Aussi préoccupé qu'il était, je n'eus l'occasion de lui demander de quoi il s'agissait exactement. Je repris par après ma voiture pour regagner mon siège, afin de revenir recueillir les véritables informations. Malheureusement, quelques minutes après mon arrivée à l'arrondissement, j'appris que quelques cadres de la gauche, bien sûr, commençaient par prendre la clé des champs, en l'occurrence, le camarade Ange Diawara, le chef de corps du BI, ce qui pour moi signifiait que lui, étant élément de la gauche, il confirmait la pression sur la prise des éléments de la gauche par ceux de la droite. Pris de panique, j'entrai dans la voiture et fonçai vers le BI et je vis le camarade Ndebeka qui me pria de ne plus attendre et chercher à se réfugier quelque part, ce qui explique mon arrestation à Mindouli. Nullement pour moi, il n'était dans mes intentions d'organiser quelque chose que ce soit. Question. Pensez-vous que le lieutenant Ange Diawara menait un coup d'État à son compte? Réponse. J'ai dit oui, parce que n'ayant aucun élément d'appréciation et qu'encore moi, qui vous parle, n'eût été averti ou reçu une mission quelconque de ce coup d'État. Question. Pourquoi avez-vous fui après le coup d'État manqué alors que vous semblez ne rien connaître de ce coup? Réponse. C'est logique de me poser cette question, car pour moi le problème se passait dans un contexte où étaient aux prises, comme le confirmaient les informations, que j'avais des éléments de la gauche et ceux qui voulaient les enlever. Question. Avez-vous autre chose à déclarer? Réponse. Je n'ai plus rien à déclarer. Lecture faite, persiste et signe. Fait et clos à Brazzaville le 25 février 1972. Le 28 février 1972 est entendu le nommé Osombi Bernard.
Il est entendu par le bureau d'état-major qui poursuit l'enquête. Osobi Bernard, né en 1941 à Songo, lycée de Fort-Roussé, fils de Feu Kouka, et Ngala Marie, enseignant à l'école de la base aérienne, demeurant 3 rue Ekala, Talangay, à Brazzaville, marié, 3 enfants de nationalité congolaise, se disant jamais condamnés, qui déclare ceci. J'ai été enlevé chez moi à 22h par le lieutenant Mondele Ngolo, par l'intermédiaire des camarades miliciens Gakeni, Sylvain, Gaboumi, Jean, section commando de milice. À l'appel, ils m'ont déclaré que le lieutenant Mondele Ngolo vous appelle pour recevoir des consignes qu'il faut percuter aux miliciens compte tenu d'une certaine situation qui veut se créer. Analyse personnelle. Ayant la conviction que le lieutenant Mondele Ngolo est tout d'abord membre du comité central du PCT et commandant des milices, je suis sorti sans arrière-pensée en compagnie des 2 camarades précités. Ceci s'est passé sous le regard des messieurs Itoa Alphonse et Ibarra Joseph, tous 2 mes cohabitants. Arrivé au domicile du lieutenant Mondele Ngolo, j'ai trouvé le lieutenant Mondele Ngolo suivant les émissions à la télévision et beaucoup de militaires et miliciens, tous en armes, parmi lesquels j'ai distingué le sergent Bouiti Makosso et Nzila de la milice. J'ai pris place au salon avec eux. Quelque temps après, le lieutenant Mondele Ngolo est sorti, laissant les consignes aux militaires et miliciens de me garder jusqu'à nouvel ordre. Vers 23h, il est revenu à ce moment précis. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi il m'avait appelé. À cette occasion, il m'a répondu « C'est pour votre sécurité ». J'ai riposté en disant « Est-ce que ma sécurité est menacée pour me faire garder chez vous ? Sinon, il fallait me conduire au commissariat central ». Il m'a répondu qu'il n'avait pas de temps à perdre. Puis il est ressorti. Après son départ, je suis sorti à la véranda et j'ai eu à remarquer le défilé des militaires suivants. Il s'agit de Ndala Benjamin, Diawara Ange, Ikoko Jean-Baptiste, Mangasa Laurent, Zambila, Gabriel, Osombi Michel, Matingo Godefroy et Boko Samuel, tous cherchaient à me voir. À propos de l'aspirant Osombi, avant de venir chez Mondele Ngolo, où j'étais gardé, l'intéressé est allé d'abord chez le lieutenant Ngolo dans une 2 chevaux de couleur blanche sans lumière. Je précise que j'ai eu à l'observer lorsque je me trouvais à la véranda chez Mondele Ngolo. Sans doute, n'ayant pas trouvé le lieutenant Ngolo, il est venu chez Mondele Ngolo. Il faisait exactement 24h05. À son arrivée, il m'a vu et m'a appelé par mon nom et m'a tapoté à l'épaule, puis il est reparti pour se retrouver dans la cour avec les autres militaires cités plus haut. Au moment où Atipo Auguste m'embarquait pour le CFM à Makala dans une voiture 404 gouvernementale, sur l'ordre du lieutenant Mondele Ngolo, l'aspirant Osombi était bien présent. Ceci s'est effectué à 24h30. En cours de route et précisément au rond-point de Mungali, les miliciens de l'arrondissement 4 qui assuraient le contrôle nous ont arrêtés. Sur leur interpellation. Atipo a déclaré que c'était nous, de la direction centrale des milices, qui venions d'effectuer la ronde. À cette réponse, j'ai ajouté que ce n'était pas vrai, car vous avez ici un membre du comité révolutionnaire de l'arrondissement 6 qui est enlevé et conduit à une direction inconnue. Sur ce, ils ont démarré la voiture tout en réagissant d'une manière rigoureuse en ces termes. C'est Mondele Ngolo qui vous a enlevé et non nous. Et pourquoi nous exposer? Déclaration faite par Atipo. Arrivé à Makala vers 24h50, pendant que j'étais encore dans la voiture, Atipo se concertait avec d'autres officiers. Après quoi, le sous-lieutenant Boko m'a conduit dans un bureau où il m'a recommandé de rester jusqu'à nouvel ordre, puis il est sorti en fermant la porte à clé, pendant qu'un élément assurait la garde de ce bâtiment. Entre 1h et 2h du matin, arrivait Ekamba Ilombe, conduit par le sous-lieutenant Boko Samuel. Pendant qu'il le déposait, Ekamba Ilombe lui posa la question de savoir pourquoi il a été arrêté. Est-ce que la réaction qui prend le pouvoir ou c'est la révolution qui se confirme? À cette question, le sous-lieutenant Boko a déclaré « Patience, on ne peut pas vous tuer sans vous entendre ». Puis il est ressorti.
Vers 6 heures, l'aspirant DBK a conduit dans le même local où nous étions gardés les camarades Nzé Pierre, Moudileno Massengo et Lopez Henri. Entre 15h et 16h, la cellule du parti du bataillon d'infanterie a décidé de nous libérer. Cette délégation était conduite par le sous-lieutenant Nzambila Gabriel, laquelle comprenait les sous-lieutenants Boko, Igobo, Bonaventure, le sergent-chef Bazinga, le sergent Mikolé et puis d'autres dont j'ignore les noms. Nous avions été déposés chez le vice-président du Conseil d'État sur notre demande et ce dernier nous a conduits à son tour dans nos domiciles respectifs. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Lecture faite, persiste et signe. Le 28 février 1972, à 11h45, faisant suite au procès verbal numéro 1 spécifique relatif à l'affaire du coup d'État manqué, laquelle l'aspirant Osombi Michel est impliqué, selon les informations nouvelles qui ont été portées à la connaissance donc, de la commission d'enquête. Donc le lieutenant Ngolo, chef de corps régissant le blindé APN à Brazzaville, qui nous a déclaré en présence de l'aspirant Osombi Michel ce qui suit. Question. Donc là, on interroge Ngolo. Mon lieutenant, avez-vous vu l'aspirant Osombi pointer son arme contre vous? Ngolo qui répond oui. L'aspirant Osombi avait pris une position de tir, l'arme étant orientée en ma direction. J'ai eu à lui dire ceci. Osombi, toi aussi, tu oses me tirer? À cette question, Osombi a levé ses mains en l'air en déclarant non, 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 lieutenant, je ne vous tire pas. Question. Pouvez-vous nous donner d'autres renseignements complémentaires sur l'aspirant Osombi ayant trait au coup d'État manqué le 22 février 1972? Réponse du lieutenant Ngolo. Ici, il s'agit bien du Ngolo Damas, qui était à l'époque chef de corps. Pouvez-vous nous donner d'autres renseignements? La réponse du lieutenant Ngolo. L'attitude de l'aspirant Osombi en tant que membre du parti, président du comité révolutionnaire, membre de la cellule officier du corps, ne s'explique pas devant les événements que le régiment blindé vient de vivre. En effet, nous avons connu la première intervention du sous-lieutenant Manganza, officier du génie. L'arrivée inopinée d'une patrouille de bataillon d'infanterie, conduite par le sous-lieutenant Ngobo. L'intervention du lieutenant Ndala, Ndele Ngolo, sous-lieutenant Manganza, tous officiers du génie, tous commandaient une seule section d'intervention. Et enfin l'arrivée au corps du capitaine Kimboalankaya, du sous-lieutenant Debeka et autres pour prendre le commandement de ce corps après la neutralisation de son chef. Ces événements sont autant d'épreuves placées politiquement et militairement devant tout responsable ayant foi en la révolution. Or, nous avons enregistré l'effacement total de l'aspirant Osombi qui pourtant aurait pu intervenir, ne serait-ce que sur le plan politique pour savoir davantage des problèmes de la révolution que ces différents officiers précités voulaient discuter avec moi. À moins que l'on admette qu'il y a eu carence totale sur le plan politique et militaire de sa part, auquel cas le responsable du corps saura prendre les mesures qui s'imposent devant une telle lâcheté. C'est tout ce que je peux vous dire. Lecture faite persiste signe devant la réponse du lieutenant Ngolo sur la première question et en présence de l'aspirant Osombi, ce dernier nous a déclaré de nouveau « Vous venez de suivre la réponse ». Oui, la question. On pose la question donc à Osombi. Vous venez de suivre la réponse du lieutenant Ngolo, votre chef de corps, à la première question posée. Qu'en dites-vous? La réponse d'Osombi. J'avoue qu'à un moment donné, comme l'a dit le chef de corps, j'avais pris une position de tir qui semblait se diriger sur le lieutenant Ngolo. Mais, tout comme l'a reconnu le chef de corps, je l'avais rassuré sur son interpellation que je ne tirais pas sur lui. Lecture faite persiste ici. Ce même jour, à 12h40, poursuivant nos investigations, c'est la commission d'enquête qui écrit, ils entendent Kouka Sébastien, combattant de 2e classe en service à la 3e compagnie, 3e section du génie, APN à Brazzaville, qui nous déclare en présence de Osombi ceci. Question.
Avez-vous remarqué aussi que l'aspirant Osombi Michel avait pointé son arme contre le lieutenant Ngolo dans la nuit du 21 au 22 février 1972? La réponse de Kouka Sébastien: oui. J'étais en effet d'intervention au corps. À ce titre, je suis resté dans la caserne. J'ai eu à constater que l'aspirant Osombi faisait des va-et-vient ininterrompus. En plus, j'ai eu à constater la présence dans notre camp du capitaine Kimbola Kaya, des lieutenants Maté Sandala et sous-lieutenant Manganza Ndebeka, à une heure que je ne peux vous préciser. J'ai bien vu l'aspirant Osombi pointer son arme en direction du lieutenant Ngolo, le chef du corps. Ce dernier s'est écrié: Osombi, toi aussi, tu peux me tuer? À cette question, l'aspirant Osombi a déclaré: non, non, lieutenant, c'est tout ce que je sais. Lecture faite, persiste devant. C'est donc le procès verbal numéro 9, spécial du 8 et 28 février 1972. C'est le mot du président, maître Maurice Massingo-Tiassé. Radio Forum, radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. Sengo Tiassé papa, Toku Misi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Akopesa Madea na bana Congo, Obayeba, Tina à droit de l'homme. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous remercions nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh.org. frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Elle joue les tubes. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment tous les tubes. Forum FM 105.8. C'est ça là-bas qui traverse la goudron. As-tu ton carte? Commissaire à l'envoyez-moi, commissaire à la commandez-moi. Arrêtez les camions pour commercer sang, pour faire la corruption. Demandez de la région, ça que faut Ojibanga, ça que faut Ojibanga. Commissaire à l'envoyez-moi, commissaire à la commandez-moi. Arrêtez les camions pour commercer sang, pour faire la corruption. Demandez de la région, ça que faut Ojibanga, ça que faut Ojibanga. Forum FM 105.8. Toi commissaire, attention. Toi commissaire, attention. Commissaire Takibara, attention. Commissaire Takibara, attention. L'autorité c'est pas la corruption. Sécurité c'est pas l'insécurité. Justice, c'est pas l'injustice. Commissariat, c'est pas la barbarie. Toi,
commissaires, attention. Toi, commissaire, attention. Commissaire Takibara, attention. Commissaire Takibara, attention. J'aurais mon permis de conduire, sans foutu ma voiture en fourrière. Et pourtant j'ai tous mes papiers, et pourtant tu es mon associé. Le détenu à toi d'un avocat, le détenu à toi d'un médecin, le détenu à toi d'être informé, le détenu à toi d'être formé. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Ne profite pas de ce que tu es pour faire du mal à quelqu'un. Personne n'est au-dessus de la loi. La loi frappe tout le monde. La loi reste la loi, car la parole d'une autorité est sacrée. Ne défère pas un innocent à la maison d'arrêt. Les hommes droits habiteront la terre, les hommes intègres y resteront. Le salaire du juste conduit à la vie, le retenu du méchant à la mort. Forum FM